C'est l'heure de retrouver le bloc-notes de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver. Vous êtes essayiste, auteur notamment d'Encore debout, La République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire. Rachel, on peut dire vous revenez d'un déplacement en Israël au moment où l'État hébreu lançait une offensive contre le Hezbollah qui mène, on le sait, des attaques contre le territoire israélien et des populations civiles depuis le 8 octobre. Et à vos yeux, cette bataille contre le groupe terroriste chiite profitera également au peuple libanais. Pourquoi ? Oui, effectivement, parce que alors vous savez qu'il y a des figures imposées en termes de guerre de la communication. Toujours commencer ces interventions par une conscience et une empathie par rapport au peuple libanais comme au peuple palestinien. Sinon, vous êtes taxé de génocidaire et autres. Voire de manquer d'humanité. Et de manquer d'humanité, effectivement. Après, j'aurais pu vous parler d'Afrique et d'islamisation de l'Afrique et de colonisation islamique de l'Afrique, mais ça n'intéresse pas les personnes concernées. Mais effectivement, concernant le Liban, c'est de voir comment, au fond, la haine du juif et la concurrence des victimes permet justement la haine du juif et la haine d'Israël. Voilà pourquoi, en fait, ça profite finalement à une idéologie morbide. Rappelez-nous, Rachel, l'enchaînement des faits sur le front nord depuis le 8 octobre. On a l'impression parfois en écoutant certains experts ou journalistes que tout a démarré la semaine dernière avec l'attaque des beepers. Ouais, exactement. J'ai entendu effectivement plusieurs interventions et j'ai vu les unes des journaux. On a l'impression que c'est Israël qui a attaqué de manière extrêmement agressive. En réalité, juste un rappel des faits et peut-être un rappel géographique, notamment pour Mathilde Panot. Israël, c'est le seul État juif qui fait 26 fois moins que la France. C'est le seul État juif qui représente 40 départements français. C'est une guerre existentielle qui est menée par Israël. Évidemment, il y a eu le 7 octobre, mais dès le 8 octobre, ces attaques du Hezbollah au nord, avec la nécessité d'évacuer les populations. On est autour de 70 000 personnes aujourd'hui qui sont évacuées dans le nord, donc qui n'ont plus d'abri, qui n'ont plus de maison, donc qui ont été déplacés. Donc déplacement de population en termes de droit international. Beaucoup ne travaillent plus, ont perdu leur travail. Qui ont perdu leur travail, qui ont tout perdu en réalité. Les enfants ne sont plus scolarisés, enfin en tout cas des tentatives de livrer la pédagogie le minimum possible. Et puis, c'est quand même ces 10 000 roquettes qui tombent dans le nord. C'est pour ça qu'on parle de guerre de l'existence d'Israël. 10 000 roquettes, ça veut dire une roquette par jour depuis le 8 octobre. Et combien de morts ? C'est qu'on n'a pas le nombre de morts en Israël tout à fait, puisque Israël ne mène pas la bataille de communication. En tout cas, elle n'instrumentalise pas ces morts. Et puis, les faits d'un point de vue des terroristes, c'est que les terroristes ont réussi à organiser une coalition, en fait. Une coalition que nous aurions dû faire en termes de démocratie occidentale contre le terrorisme. C'est l'idée qu'avait lancée Emmanuel Macron, qui a fait pchit, pour reprendre une expression de son prédécesseur à l'Élysée, Jacques Chirac, une grande coalition contre le terrorisme et en particulier contre le Hamas. Absolument, elle n'est plus Steve. du tout d'actualité. Absolument, Steve. En fait, c'était une idée qui a été lancée très tôt au mois d'octobre, qui était une idée brillante du président de la République. Et les terroristes l'ont fait, c'est-à-dire que l'ensemble des groupements, Hezbollah, Hamas, Djihad, sous les auspices de l'Iran, l'ont fait contre un tout petit État qui représente 4 départements français, Israël. Voilà. Vous trouvez qu'Israël est seul là aussi contre le Hezbollah, qui est un groupe terroriste? Alors, les États-Unis le considèrent à la fois pour sa branche politique et militaire comme un groupe terroriste. L'Union européenne fait toujours le distinguo, on se demande encore bien pourquoi. Mais vous considérez que, et alors que le Hezbollah est condamné, puisqu'il ne respecte pas la résolution 1701 de 2006, Absolument. Vous avez l'impression qu'Israël mène ce combat tout seul? C'est incroyable. Israël a la patience de mener ce combat pour nous. Israël mène ce combat tout seul, alors même que là, il se tient un sommet au niveau de l'ONU. Donc, l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. Absolument. Et en fait, on n'est pas capable de créer un droit international du terrorisme. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler que depuis les années 70, c'est 1 million, le terrorisme islamique a tué 1 million de personnes à travers le monde.
Il s'agit d'un crime contre l'humanité. Ça n'est pas consacré au niveau des instances de l'ONU. Il y a cette problématique de qualification aussi. C'est-à-dire qu'on pointe du doigt Israël, mais comme il y a un vide juridique, la qualification, qu'est-ce que c'est qu'un hôpital où se cachent les terroristes? Qu'est-ce que c'est que des chambres d'enfants où il y a des armes des terroristes? Qu'est-ce que c'est que cette maison de civils où est parti ce matin les bombardements contre Israël et notamment à Tel Aviv? Eh ben ça, en fait, ça devrait être consacré juridiquement. Et je trouve que la France n'est pas à la hauteur du contexte actuel. Vous savez, les terroristes ont tué le droit international, sont en train de tuer le droit international. Parce qu'ils profitent du brouillage et l'alimentent entre les zones civiles et les zones militaires. Exactement. Les terroristes profitent du brouillage entre les zones civiles et militaires, et les terroristes, que ce soit en Israël ou au niveau de la charte de l'ONU ou au niveau de la France, instrumentalisent le droit pour en faire le cheval de Troie pour tuer les gens. Que ce soit au niveau, par exemple, je dis la laïcité, par exemple, instrumentaliser les choses, que ce soit les questions de justement droit civil, protection des droits civils, de l'instrumentaliser pour que finalement Israël soit coupable. Il est temps de créer un droit qui soit en cohérence avec notre temps, un droit international du terrorisme. Et la France dans tout ça, Rachel, Emmanuel Macron s'est entretenu la nuit dernière avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian. Il s'est également adressé au peuple libanais dans une vidéo jeudi soir qui a beaucoup été commentée, dans laquelle notamment il ne nommait pas le Hezbollah, ce qui lui a été reproché. Est-ce que Emmanuel Macron peut faire quelque chose, peut faire mieux que ce qu'il a fait ces derniers jours? Il faut être, à mon avis, si je peux donner un conseil au président, c'est de nommer effectivement les choses, toujours, d'avoir cette force, ce courage, et de marcher dans les pas de nos anciens. Je pense à René Cassin, qui a écrit Les droits de l'homme. Je pense à Mario Bettati, je pense au professeur Gérald Cohen-Jonathan, très à l'avant-garde du droit international. La France se doit, en tant que France des Lumières, d'être à l'avant-garde des choses et notamment de la création du droit international, nommer les choses, être intransigeant. Tout en dialoguant avec des représentants élus de dictature. Et c'est ça le truc, c'est une ligne de crête. Mais ne pas nommer le Hezbollah et ne pas avoir un mot pour les victimes israéliennes. Moi, j'ai beaucoup parlé en Israël avec les mamans de ces jeunes qui sont au front pour protéger ce pays, Israël, et protéger nos démocraties, des jeunes qui ont 20 ans, 19 ans et qui meurent alors qu'ils étaient amoureux, ils avaient préparé leur fiançailles, leur mariage, etc. Il faut nommer les choses. La France ne peut pas être en deçà de nos humanités. Une dernière question, Rachel. Quel est l'état d'esprit des Israéliens et des Israéliennes que vous avez rencontrés ces derniers jours, alors qu'une nouvelle guerre a peut-être déjà commencé, en tout cas se profile, une guerre totale peut-être? C'est toujours un état d'esprit d'équilibre, de grande peine, évidemment. J'ai rencontré surtout, moi, justement des jeunes filles qui étaient amoureuses de ces jeunes hommes qui sont au front et malheureusement qui sont morts au front. Un état d'esprit mesuré, c'est-à-dire grande peine et en même temps grande dignité et en même temps avec une grande responsabilité de sauver ce pays pour les valeurs de liberté et de démocratie. Il n'y a pas le choix, comme disent les Israéliens. En Brera. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. Votre bloc-notes est à retrouver notamment sur notre chaîne YouTube. Je rappelle le titre de votre dernier essai, Encore debout, la République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire. Bon après-midi et à la semaine prochaine. Merci Steve.